cancer cutané, c'est, je dirais, pas forcément ce qu'on va vous demander de faire au premier degré en tant que infirmière ou en tant que kinésithérapeute ou en tant que autre fonction paramédicale, parce que c'est un métier, je vous le rappelle, mais par contre, l'idée c'est d'essayer d'amorcer une démarche et justement de placer, si possible, un patient pour lequel on a un doute dans une démarche de réseau. Et donc, l'idée, c'est plus que de dépister au premier degré, c'est de participer au dépistage au sein d'un réseau. Alors, pourquoi les cancers cutanés? C'est parce que ce sont les plus fréquents de tous les cancers. On les a sous les yeux, le patient l'a sous les yeux, bien sûr, mais comme vous savez, la nature humaine n'est pas rationnelle, c'est pas forcément le patient qui va réagir le premier, en tout cas, ça sera illustré au cours du topo. Et puis, le professionnel de santé qui voit la peau, il a aussi éventuellement un cancer de la peau sous les yeux, c'est la particularité de ces cancers. Et donc l'intérêt, c'est effectivement de pointer l'attention du patient et, si possible, d'initier sa démarche. Alors vous savez aussi qu'il y a un problème de démographie médicale en général, et particulièrement des dermatologues. La démographie des dermatologues s'effondre, elle va continuer de diminuer encore pendant au moins 5 ans. Et on ne sait pas actuellement ce qui va rester, mais en tout cas, ça modifie considérablement l'accès aux dermatologues, qui est devenu compliqué. Ça modifie les pratiques des dermatologues qui ont été amenés à abandonner un certain nombre de tâches pour se consacrer, si possible, à l'essentiel. Et donc, on en revient à l'intérêt du réseau pour faire en sorte qu'arrivent chez le dermatologue les patients qui, effectivement, le nécessitent. Optimiser le dépistage, ça va être justement d'inciter un patient à rentrer dans une démarche de réseau pour la prise en charge de son cancer cutané. Vous voyez déjà que j'ai mis des petites photos partout. Donc tout au long du topo, vous allez voir comme ça défiler un certain nombre de photos. À l'exception de quelques-unes sur lesquelles j'ai attiré votre attention, c'est exclusivement des photos de cancer cutané. Donc, en même temps que j'exposerai les éléments du topo, vous aurez éventuellement l'occasion de vous rincer l'œil un petit peu, ou en tout cas d'exercer votre sagacité et de vous dire tiens, ça, oui, ça ressemble à un cancer, tiens, j'aurais pas cru. Bon, voilà. Alors, si d'aventure vous voulez éventuellement des commentaires sur certaines photos, n'hésitez pas. Et si en cours de topo ou après vous avez des questions à poser, il ne faut pas hésiter non plus, on est là pour ça. Alors, deux parties dans le topo. Je vais d'abord évoquer la démarche de dépistage et les objectifs de cette soirée. Et puis, dans un deuxième temps, je serai peut-être un tout petit peu plus descriptif en ce qui concerne les cancers cutanés pour vous donner des éléments de repère. L'essentiel ce soir, c'est quand même d'essayer de vous inciter à rentrer dans une démarche de dépistage. Alors les objectifs de la démarche, c'est d'acquérir la capacité lors d'un soin à repérer sur la peau une information justifiant un avis médical et d'informer et orienter le patient. C'est également de sensibiliser les personnes en soins à l'intérêt de l'auto-examen cutané et de la prévention du risque de cancer cutané. Donc on va détailler ces différents éléments. Pourquoi formation et pas lésion? Déjà, lésion, c'est une maladie. Formation, c'est neutre. Et pourquoi il vaut mieux rester neutre a priori? Parce que quand même, je vous rappelle, et je vous rassure tout de suite, l'immense majorité des choses qu'on voit sur la peau, c'est gentil, c'est bénin. C'est pas des cancers. Même si parfois, ça inquiète. Alors, le dépistage, c'est éventuellement ne pas être intrusif. À partir du moment où vous n'êtes pas, entre guillemets, étiqueté professionnel de la peau et qu'on vient voir pour un problème spécifique, vous êtes neutre, vous n'avez pas cette étiquette au départ. Et donc, il n'est pas, à mon avis, souhaitable d'être intrusif, pas se mettre à déshabiller les patients de la tête aux pieds, on leur dire « Ah, je vais regarder votre peau, tout ça ». Non, c'est pas votre boulot. Donc, contentez-vous de la peau que vous voyez au cours des soins qui sont les vôtres habituellement. Alors, ne pas s'affoler, il ne faut pas monter sur ses grands chevaux. Comme je le disais il y a un instant, la plupart du temps, ce qu'il y a sur la peau, c'est gentil. Ne pas faire un diagnostic, le but du topo, c'est pas de vous donner des éléments de diagnostic, comme je disais tout à l'heure, c'est un métier.
mais c'est éventuellement de pouvoir déclencher un regard. Et ne pas prendre en charge, il ne faut pas non plus vous inscrire dans une prise en charge qui ne relève pas de votre fonction première. Alors, repérer sur la peau une formation justifiant un avis médical, bon, bah, c'est un peu l'élément de départ sur lequel on va détailler quelques notions. Alors, à quoi il faut faire attention? Il faut faire attention au loup dans le désert et au vilain petit canard. Donc c'est bon, bah, on peut s'en aller, c'est bon, on a tout compris. Non, c'est plus compliqué que ça. Alors, c'est quoi le loup dans le désert? Le loup dans le désert, c'est comme ça, c'est le gros truc qui flash. Hein, et c'est là, à l'évidence, un mélanome. C'est une lésion isolée qui est apparue depuis 6 mois, 1 an, 2 ans, qui est déjà, en l'occurrence d'ailleurs, évoluée, puisqu'il y a une formation en relief qui saigne. C'est trop tard pour un mélanome. À ce stade-là, il y a une probabilité que le mélanome soit déjà métastatique, et je reviendrai là-dessus tout à l'heure. Donc, c'est déjà mal parti. Et c'est dommage, parce qu'il n'a rien sur la peau, quasiment. Il y a juste un truc, une espèce de feu rouge clignotant qui s'allume à un moment donné. Mais, comme je disais tout à l'heure, l'humain n'est pas raisonnable. Hein, et donc, on a une relation avec notre santé, et en particulier avec notre peau, qui ne relève pas de la raison, qui relève de choses plus compliquées. Et alors le vilain petit canard, bah, c'est quand les gens ont plein de trucs sur la peau et qu'il faut essayer de dépatouiller un peu et essayer de voir s'il y a quelque chose qui flash au milieu de cette espèce de forêt de lésions. Alors c'est pas toujours évident. Donc en l'occurrence, vous voyez ce patient, je lui avais repéré, je parle à la première personne parce que la quasi-intégralité des photos que vous allez voir ce soir sont des photos que j'ai prises moi-même hein, chez des patients que j'ai suivis. Hein. Donc c'est du vécu. Alors j'avais repéré 2 lésions, 2 petites lésions. Donc finalement il y en avait une, vous voyez c'est quand même un peu irrégulier, mais finalement c'était tout à fait bénin, c'était un névus, peut-être même une kératose. Et là, par contre, c'était bien effectivement un mélanome. Donc, vous voyez, alors là, on est dans la situation où ça ne saute pas aux yeux. C'est plus facile dans le premier cas, hein, franchement, vous ne trouvez pas? Et donc, le vilain petit canard. Alors, qu'est-ce qui doit attirer l'attention finalement, qu'il n'y ait rien ou beaucoup de choses? Ben, c'est les choses qui sont noires ou brunes, mais il y a beaucoup de choses bénignes qui sont noires ou brunes sur la peau. Donc, il ne faut pas non plus s'affoler au premier degré. Alors, il faut faire attention à ce qui est irrégulier, ce qui est différent, ce qui est en relief. Mais il y a beaucoup de choses bénignes qui sont en relief aussi. Ce qui est comme un bobo, comme le petit bobo là, que ce patient a sur le bout du nez, qui correspond à un carcinome qu'il a là sur le bout du nez. Alors que ça saigne, donc notamment en matière de mélanome, bah, souvent ça commence à être déjà un petit peu tard. Quand vous massez, que vous faites un soin de massage ou de kinésithérapie, que vous sentez une boule dans la peau, il faut quand même le signaler au patient parce que la plupart du temps, c'est des kystes sébacés, bénins, mais ça peut être une métastase cutanée, ça peut être un sarcome, ça peut être différentes choses. Et donc, même si statistiquement c'est moins fréquent, ça peut exister. Mais surtout, ce à quoi il faut prêter attention, c'est le fait que ça bouge, ça change, c'est nouveau, il y a quelque chose qui se passe. Et donc ça renvoie, et on va revenir là-dessus, de l'intérêt à inciter les gens à penser soi-même, à regarder sa peau régulièrement, pour pouvoir dire, même au milieu d'une zone où il y a 20, 30, 50 grains de beauté, celui-là, il n'est pas comme les autres, il a bougé. Donc ça, c'est un élément évolutif très important. Alors, qu'est-ce qu'il faut demander aux patients? Est-ce que c'est apparu récemment? Est-ce que ça a changé ces derniers mois? Est-ce que déjà vous examinez votre peau de temps en temps? Donc ça, c'est des questions éventuellement que vous pouvez poser. Je dirais qu'à la limite, c'est déjà un tout petit peu intrusif. Si les gens ne sont pas venus voir, ils sont pas venus voir l'infirmière ou le masseur ou je sais pas, le dentiste pour se faire examiner la peau. Et donc, il faut rester bien dosé. Alors justement, informer et orienter. Alors là, on rentre dans une partie peut-être nuancée, délicate. Moi, je pense qu'il faut, dans ce qu'il faut dire aux patients, j'aurais tendance à penser qu'il faut rester plutôt neutre. Il ne faut pas affoler les gens, il ne faut pas non plus être trop rassurant. Si vraiment vous avez sous les yeux quelque chose qui ressemble au loup dans le désert, là, déjà, je vous ai dit tout à l'heure le terme lésion. Bon, c'est
puis tout à fait neutre. Donc vous pouvez dire, ah, vous avez une espèce de formation là sur la peau, vous voyez, c'est un terme un peu plus rond. Bon, alors déjà, il ne faut pas dire, oh là là, vous avez ce truc-là, ça ressemble à un cancer, donc ça, il ne faut pas. Parce que ce que retiennent les gens, c'est les mots qui fâchent, et notamment. Alors, attendez. Bah, il n'avance que dans un sens. Ça. Ah oui, non, ça y est, voilà. Et donc, éviter les mots qui fâchent. Le cancer, c'en est un. Oh là là, c'est urgent. Oh là là, c'est drôlement moche. Oh là là, bah, de toute façon, c'est même pas la peine de finir les séances de kiné. De toute façon, c'est foutu. Enfin, voilà, vous voyez, des trucs comme ça, je pense qu'il faut juste être un peu retenu, quoi. Alors, bon, bah, il faut orienter bien sûr les gens, il faut les inciter à aller voir leur médecin traitant. Et là, donc, c'est vraiment le fond de la démarche. C'est le nœud du souhaitable, c'est de faire rentrer le patient dans une démarche de réseau. Donc il part, vous êtes soignant et vous allez essayer de déclencher la démarche. Donc le patient, à mon avis, il faut lui dire, allez voir votre médecin, il faut lui montrer ça, il faut que ça soit analysé. Le patient, à partir du moment où il est autonome, il doit faire sa démarche lui-même. Hein. Vous n'allez pas prendre rendez-vous pour lui, on en reparlera dans un instant. Et alors, si c'est un patient dépendant, attendez, je me trompe à chaque fois de bouton, voilà. Si c'est un patient qui est dépendant, bien vous pouvez effectivement signaler la chose à la famille. Puis le médecin traitant, bah, lui, il va évaluer, il va examiner, il va éventuellement traiter si c'est une lésion qui lui paraît tout à fait bénigne et qui relève de son champ de compétences. Puis si besoin, il va orienter vers un dermato. Alors, pour prolonger la notion de réseau, actuellement orienté vers les dermatos, c'est compliqué. Puisque quand vous téléphonez, vous n'avez pas de rendez-vous comme ça. Les dermatos, pour la plupart, ne fonctionnent plus sur le principe qui a prévalu pendant très longtemps de la consultation ouverte, puisque de toute façon, ils n'ont plus le temps. Et c'est une tendance forte qui est apparue depuis 5 à 10 ans, dont on reparlera au sujet notamment du dépistage. Et donc, pour accéder à un dermato, il faut argumenter. L'idéal, c'est quand même le point pivot qu'est le médecin traitant, qui lui peut argumenter pour appuyer une demande de consultation. Alors, on peut faire un petit mot, on peut le donner au patient. Ça ne marche pas très bien, la lettre, ça ne marche plus très bien, parce qu'avant ça marchait, maintenant ça ne marche plus très bien. L'idéal, c'est quand même, on a maintenant des outils qui permettent de rentrer dans le circuit plus facilement, et notamment donc, des plateformes comme... alors j'ai pris un exemple, hein, parce que cette plateforme OmniDoc, je la connais. C'est en fait une plateforme en ligne qui, moyennant une inscription qui est relativement simple, et permet déjà d'avoir une idée de l'offre de spécialistes dans l'environnement où on se trouve, et qui permet de déposer une demande dans le format de la téléexpertise, c'est-à-dire le médecin remplit un petit texte descriptif avec l'identité du patient, il met 2-3 photos qu'il prend avec son smartphone dans des conditions très simples, et il envoie ça. Alors, l'avantage, c'est que voilà, le patient est là devant vous, vous vous connectez sur OmniDoc, vous envoyez la demande, c'est parti. Autre avantage important, c'est que vous êtes sûr que ça va être examiné. Parce que c'est structurel. À partir du moment où un expert s'inscrit comme répondeur à la téléexpertise sur une plateforme comme OmniDoc, il a une obligation de répondre. Donc, ça ne présume pas du type de réponse que vous allez avoir, mais en tout cas, vous allez en avoir une. Hein. Et donc, en tant qu'expert, si on ne répond pas tout de suite, on reçoit des mails, des rappels de mails tous les 2 jours, tous les 3 jours. Et puis, au bout d'un certain délai, moi quand je l'ai pratiqué au GHICL, c'était, je crois, au bout de 5 ou 6 jours, ça retombe dans un pot commun. Et à ce moment-là, c'est éventuellement un autre expert qui va prendre le relais. Donc ça, on s'inscrit vraiment dans une démarche de réseau. Alors, l'expert, lui, le dermatologue, quand il va regarder la demande de téléexpertise, il va déjà formuler un avis sur les éléments dont il dispose. Éventuellement, il va dire non, c'est pas grave, c'est une kératose, c'est une verrue, c'est des choses comme ça. Alors, quand un dermato il dit en téléexpertise c'est une verrue, ça veut dire qu'il ne le verra pas, hein, parce que les dermatos ils ne veulent plus voir les verrues maintenant. Et donc, entre autres. Et par contre, si le dermatologue estime que le patient doit être vu,
alors à ce moment-là, il y a une deuxième évaluation, c'est dans quel délai. Si on nous envoie des photos et on a un doute sur un mélanome, c'est en général un patient qui va être vu dans les 8 jours. Si on nous envoie des photos qu'on a l'impression que c'est un carcinome épidermoïde, je reviendrai sur ces notions-là, et que ça a poussé en 6 semaines, 2 mois, le patient il sera vu également rapidement. Si on nous envoie des photos où ça ressemble à un carcinome basocellulaire, il sera vu, mais dans un délai de 1, 2 mois. Vous voyez, et donc ça va permettre d'organiser le travail. Et ça, c'est vraiment une révolution qu'on a vécue depuis 5 à 10 ans. C'est ces outils qui nous permettent d'organiser le travail, de sélectionner les patients qu'on doit voir et d'établir des priorités. Donc là, on est vraiment dans la démarche de réseau qui est souhaitée notamment par les CPTS. Alors, juste une petite parenthèse, pour les CPTS, des plateformes comme OmniDoc, hein, c'est pas la seule, proposent des fonctionnalités spécifiques, c'est-à-dire faciliter l'accès, organiser les filières, fédérer les professionnels. Enfin bon, il y a des fonctions qui sont pointées pour les CPTS, mais je ne les connais pas, moi je ne les ai pas pratiquées, moi j'ai pratiqué OmniDoc uniquement en version téléexpertise. Alors que faire? Une fois qu'on a dit au patient, vous avez une petite formation sur la peau, là, si vous me dites que c'est apparu récemment, vous avez l'impression, ça serait bien de voir votre médecin traitant. À la limite, ça peut s'arrêter là, hein, dans la mesure où vous n'êtes pas pointé comme expert de la peau, donc vous n'avez pas à aller forcément plus loin. Vous pouvez le mentionner quand même dans le dossier, en notant qu'il y a une formation qui a été relevée. Alors, est-ce qu'il faut prendre une photo? On avait discuté dans les réunions, tiens, ça serait bien peut-être de prendre une photo, mais pour en faire quoi? Le médecin traitant, lui, il va prendre des photos et il va faire une demande de téléexpertise. Là, c'est pas pareil, il y a une finalité. L'information délivrée au patient, donc mentionner qu'on a signalé au patient qui avait ça, c'est une hypothèse, et ça, je pense qu'on pourra en discuter, avoir un petit peu vos impressions, parce que finalement, la limite de votre intervention, elle reste un peu à définir. Alors, un courrier médecin traitant, là, c'est déjà plus concret. J'envoie un petit mot à votre médecin, tout ça. Alors, je pense qu'il faut utiliser une formule neutre, et surtout, c'est faire cette démarche si le patient le souhaite. Le patient, vous avez attiré au cours de la séance de soins le fait qu'il y a un truc qui est un peu bizarre, il faut en parler. Vous pouvez pas me faire un petit mot? Oui, d'accord, voilà. Vous voulez que je vous fasse un petit mot? Puis vous restez neutre, du genre, j'ai attiré l'attention du patient vers une formation cutanée de la jambe, du nez, de l'oreille, et je lui ai conseillé de vous consulter. Voilà, bon, point barre. Vous ne vous avancez pas sur le diagnostic, vous êtes neutre, vous affolez pas le landerneau, vous ne remuez pas la terre et le ciel, donc ça reste relativement neuf. Alors dans le compte-rendu de soins qu'éventuellement vous envoyez à votre correspondant médical, vous pouvez éventuellement signaler, mais là encore, je pense qu'il faut peut-être demander l'autorisation du patient. Il ne faut pas que le patient ait l'impression d'être squeezé ou d'être chanté ou d'être bousculé. Hein. Et alors, si le patient ne consulte pas, est-ce que c'est souhaitable que vous preniez des initiatives? Personnellement, je ne pense pas, mais on pourra en discuter. Est-ce que vous devez contacter le médecin traitant du patient? Est-ce que vous devez l'orienter vers un dermatologue? Alors là, franchement, non, je pense que ça c'est un peu provocateur ce que j'ai mis là, mais un dermatologue actuellement ne va pointer que des demandes venant de médecins généralistes et argumenter comme on vient de le voir hein, dans le cadre d'une organisation des soins. Alors, est-ce que vous courez un risque médico-légal quand vous avez sous les yeux un truc qui vous paraît à l'évidence un cancer cutané? Alors, si on dit rien, c'est de la non-assistance. Si on en dit trop, c'est du harcèlement. Si le patient n'a pas envie de savoir, vous savez, il n'a pas envie. Hein. Et même, il peut éventuellement vous dire de quoi vous vous mêlez ou non, foutez-moi la paix, je suis là pour mon massage, je suis là pour mon soin, voilà. Donc, c'est pas de la science-fiction, ça. Hein. C'est tout à fait possible. Vous voyez, par exemple, ce patient-là que j'ai mis en exemple, c'est un monsieur d'une quarantaine d'années, donc jeune, prof d'université ou donc à un niveau intellectuel élevé, qui vient me voir un jour et j'ai même pas eu besoin de les. Alors là, quand on voit ça, c'est écrit en lettres rouges clignotantes que c'est un mélanome en plus.
c'est un mélanome de forte épaisseur tumorale, et en plus, il a 2 métastases cutanées, donc 2 métastases locales, donc c'est déjà un mélanome en phase de diffusion. On est quasiment sûr, en voyant ça, qu'il a déjà, au moins microscopiquement, des métastases. Et donc, c'est un pronostic d'emblée qui est... et donc, alors, il ne faut pas commencer à dire « Oh là là, mais mon Dieu !» Non, il faut... ah bon, vous avez un bout de temps, bah écoutez, si vous le souhaitez, on va faire un prélèvement, on va s'en occuper, voilà. Et ce patient, en fait, au cours de la consultation, je m'en souviens très bien, il m'a regardé, il m'a dit j'ai peut-être un peu attendu, hein, je crois que ça fait bien 2 ans que je vois pousser ce truc-là. Et il a ajouté, ouais, mais j'ai consacré une grosse partie de mon temps à m'occuper de ma femme qui a un cancer du sein évolué. Bah, il est mort avant sa femme, c'est bête, hein. Mais voilà. Et donc, c'est pas raisonnable. On n'est pas raisonnable avec notre santé, vous le savez, hein, et les patients, pas plus que nous, parce que nous, on est des patients aussi. Voilà. Alors, sensibiliser les personnes en soins à l'intérêt d'un auto-examen cutané et de la prévention du risque de cancer cutané. L'auto-examen cutané, ça me paraît intéressant que vous puissiez éventuellement de façon introduite ou à propos de quelques formations cutanées, même si elles vous paraissent un peu tout à fait bénignes, hein, vous pouvez éventuellement suggérer, tiens, vous regardez votre peau de temps en temps, c'est intéressant, parce que ça, c'est important. C'est l'élément, tout à l'heure, je vous signalais que l'élément évolutif est vraiment très important, et donc on va demander aux patients, est-ce que, quand on a un doute, le mélanome de tout à l'heure avec son gros truc, c'est même pas la peine de lui demander, et puis quand ça sert à rien, c'est tout, il faut s'en occuper, et de toute façon, le diagnostic est fait d'emblée. Et donc, l'auto-examen cutané, ça permet aux patients de repérer ce qui bouge. Alors, ça demande quelques minutes, on le fait quand on y pense, 2 fois, 3 fois par an, on le fait seul ou avec un tiers. Dans le dos, on peut utiliser un miroir, il faut regarder partout, il faut se mettre tout nu, devant, derrière. Alors, le cuir chevelu, c'est un petit peu difficile. Déjà, même pour un tiers, c'est pas facile. Les ondes rétro-auriculaires, on n'y pense pas toujours. Donc, juste derrière les oreilles, derrière le pavillon des oreilles, il y a beaucoup de carcinome basocellulaire notamment. Sur le visage, ben là, c'est plus facile. Et puis, sur les zones génitales, bon, il faut essayer de regarder un petit peu partout. Et donc là, en l'occurrence, je m'arrête un instant sur les photos. Comme ça, quand vous voyez ces lésions, vous voyez quand même... je me trompe toujours de bouton. Bon, moi, je trouve qu'il est quand même un peu irrégulier, un peu moche. Celui-là est carrément irrégulier. Ici, c'est un gros machin tout en relief. Donc ça flash un peu tout ça. Donc on aurait tendance à se dire, mais quand on demande aux patients, vous avez ça depuis combien de temps, ils vont tous vous répondre, j'ai ça depuis 15 ans. Et ça ne bouge pas. Là, parce que ces 3 photos, c'est bien. D'accord ? Donc, vous voyez, ça peut, c'est pas parce que ça flash que c'est méchant. Alors la prévention, ça peut aussi être un élément qui découle d'une attention que vous prêtez à la peau des patients. Vous êtes en train de le masser, vous faites attention à votre peau, hein, là vous avez une belle peau, mais ça va peut-être pas durer, enfin bon voilà. Et donc la prévention, c'est bien sûr limiter l'exposition aux UV. Les UV par surexposition, c'est les vacances, hein. La mer montagne, la période 11h, 16h, c'est pour donc éviter de se retrouver avec une peau toute brûlée comme ça. C'est évidemment dissuader les gens de faire des UV artificiels, hein, dont le risque en faveur du mélanome a été archi démontré. Et d'ailleurs, il y a une réglementation qui a été modifiée il y a quelques années concernant les UV artificiels, avec une obligation de délivrer une information sur le risque de mélanome. Normalement, il doit y avoir des affiches dans les locaux où on pratique des UV artificiels. Et petite parenthèse, cette réglementation, elle est apparue grâce à un armentiérois. Eh oui, mais c'est pas moi, désolé. Donc c'est le professeur Pierre Thomas qui habite Place Victor Hugo et qui a été à l'initiative de cette modification. Lui, au départ, il voulait carrément obtenir l'interdiction des cabines UV. Bon, voilà, c'était un petit peu compliqué, mais il a quand même obtenu une modification, en tout cas quelques obligations d'information. Et donc tous ces phénomènes de surexposition, ça fait le mélanome, on va y revenir. Puis les UV du quotidien aussi, c'est pas anodin, c'est la lumière du jour, de tous les jours, de toute l'année, de toute la vie, qui va s'accumuler et qui va favoriser les carcinomes et qui va aussi, mesdames, favoriser quelques petits stigmates du temps qui passe.
Donc ça, c'est vraiment la lumière cumulée. Alors protéger sa peau, ben, c'est inciter les gens à porter des vêtements couvrants, voilà, des chemises, hein, comme ça, pour protéger sa peau. Des chapeaux à large bord, hein, notamment les messieurs qui sont dégarnis, il faut bien protéger votre cuir chevelu. Et puis appliquer des crèmes de protection solaire. Alors, la référence, c'est quand même les indices 50. Et c'est bien sûr important de mettre une crème de protection solaire en cas de surexposition pour éviter les coups de soleil. On va y revenir. Donc ça le mérite d'être ciblé. Sauf que souvent, on les oublie, n'est-ce pas Laurent? Hein, tu m'écoutes Laurent? Hein, t'as oublié de mettre ta crème dimanche? Bah oui, tu vois. Et donc, en cas de surexposition, bien sûr, et là, dans ces cas-là, il faut penser déjà en mettre, et deuxièmement, de renouveler donc, la crème. Donc ça, c'est les conseils que vous pouvez suggérer. Et puis, chez les personnes, par exemple, qui ont des facteurs de risque en matière de lumière cumulée, notamment qui ont fait 1, 2, 10, 15, 20 carcinomes, parce qu'il y a des gens qui cumulent, eh bien, à ce moment-là, on va leur conseiller d'appliquer sur le visage, notamment une photoprotection toute l'année, toute la vie, tous les matins, été comme hiver, vous mettez votre crème, paf, comme ça a le mérite. Si je dis d'être clair, c'est comme la peau, normalement, elle doit rester claire, s'ils font bien ça. L'examen cutané médical systématique par un docteur. Est-ce que ça se fait encore? Alors pourquoi ça se fait plus? Bah, ça se fait plus parce qu'on n'a pas le temps. Et puis en plus, je vais être un peu brutal, mais ça ne marche pas. Pourquoi ça ne marche pas? Alors, avant, vous vous souvenez, dans les années 90-2000, le syndicat des dermatos a lancé, à grand renfort de médias, la journée nationale de dépistage des cancers cutanés. Et donc, moi, j'ai organisé ça sur Armentières pendant plusieurs années pour le syndicat. Donc, pendant toute la journée, on voyait des gens défiler, donc il n'y avait absolument rien, évidemment. Et ils sortaient des chiffres en disant, voilà, on a trouvé 1 mélanome sur toute la France, 2 mélanomes, 3 basos, 10 basos, enfin bon. Alors, franchement, quand on lisait ces chiffres-là, on trouvait que c'était... Voilà. Et puis, le temps a passé. Les gens, finalement, les dermatologues qui pratiquaient ce dépistage, il y a eu un engouement assez fort, à la fois des dermatos et également du public, puisqu'on a quand même vu du monde. Et puis, on s'est rendu compte que, bah oui, le résultat n'était pas terrible, on s'en doutait un petit peu. Et puis, la baisse démographique des dermatos a fait que, de plus en plus, on s'est dit, on ne peut plus ouvrir nos consultations à des gens qui n'ont rien. D'accord? D'où l'importance, et on en revient à cette notion fondamentale, c'est l'inscription de la démarche dans un réseau. On ne peut plus aller chez le dermato en disant « je veux faire examiner ma peau ». Alors, juste pour appuyer cela, les Allemands, il y a un landeur, je ne sais plus lequel, allemand, qui a mis en place pendant 5 ou 10 ans un dépistage systématique. Tous les gens qui passaient dans le réseau de soins du lander étaient examinés et ont cherché la petite bête sur la peau. Ils ont fait le bilan à la fin d'une période d'évaluation et le bilan c'était quoi? Ben, c'est qu'on arrête de pousser les gens à faire examiner systématiquement leur peau parce que la rentabilité épidémiologique n'est pas bonne. C'est beaucoup de moyens, beaucoup de temps pour des résultats insuffisants. Alors, quand même, il y a des gens qu'on va voir, qu'on va continuer de voir. Ces gens qui ont des facteurs de risque, qui ont des peaux claires, des yeux bleus, des cheveux roux, c'est donc les poils de carotte, qui ont de nombreux grains de beauté, surtout si ce sont des grains de beauté irréguliers, c'est une situation qu'on appelle le syndrome du névus dysplasique, c'est un peu particulier, c'est pas fréquent. Les gens qui ont des taches de rousseur, et puis surtout des antécédents, qui ont eu un carcinome, 2 carcinomes, et puis des gens qui, dans leur famille, ont eu un mélanome, chez la maman, chez la sœur. Et donc ça, c'est des gens pour lesquels il est souhaitable de pratiquer un rythme qui reste à définir en fonction des pathologies, un examen systématique de la peau. Mais bien sûr, dans tous les cas, le problème, c'est de trouver un dermato. Voilà pour l'information et pour le dépistage. Si vous voulez aller plus loin, vous allez sur Internet, vous avez plein de choses sur Internet qui vont vous parler de la peau, qui vont vous donner des informations. Moi, je vous indique un seul site, c'est Dermato Info. C'est un site à destination du grand public, mais qui est très bien fait, qui est finalement relativement bien détaillé, qui est très didactique et qui est surtout validé par la Société française de dermato. C'est une émanation de la Société française de dermato, qui est la structure qui règne un peu sur la dermatologie. Et donc,
Dermato-info, s'il y en a un qu'il faut retenir, c'est celui-là. Alors les cancers cutanés, c'est des carcinomes, sont des mélanomes, et puis c'est les autres. Alors les autres, j'en parlerai pas parce que c'est pas fréquent, et c'est vraiment des affaires de chasse. Là, à titre indicatif, sur cette photo, j'ai mis des photos de toutes sortes de cancers, sauf ceux dont on va parler, carcinomes, donc regardez-les bien, vous les verrez plus, ceux-là. Les cancers cutanés, donc c'est fréquent, 150 000 par an, ça augmente. Dans 90% des cas, ce sont des carcinomes, et essentiellement des carcinomes basocellulaires. Je vais détailler dans un instant. 20% de carcinomes épidermoïdes. Et puis la vedette, c'est le mélanome, mais c'est que 10%. Donc c'est moins fréquent, mais c'est plus grave. Ça augmente de fréquence. Bon, voilà, alors des chiffres, on en trouve. Souvent, d'ailleurs, ils ne sont pas tous d'accord en fonction des sources. Mais on va dire que ça augmente. Et ça augmente fortement. C'est certainement la catégorie de cancer qui a le plus augmenté. Il y a le cancer de la prostate quand même qui a augmenté pas mal aussi. Bon, augmentation des demandes de consultation avec moins de dermato. Donc là, on l'a dit, on l'a répété, ça coince. Alors pourquoi ça augmente? C'est grâce à notre grand fournisseur, quand je parle en tant que dermatologue, notre grand fournisseur, ça a toujours été le soleil, merci le soleil, quel boulot. Et donc, ce sont les UV du soleil, bien sûr, qui constituent un facteur de risque majeur. Alors attention, un facteur de risque, ce n'est pas une cause. Donc on peut avoir un cancer de la peau sans jamais avoir été au soleil, sans jamais avoir été dans une situation de risque par rapport au soleil. Donc ce n'est pas une cause, c'est un facteur de risque. Attention, faites bien la distinction. Donc j'ai déjà évoqué tout à l'heure, c'est la lumière cumulée de tous les jours, de toute l'année, de toute la vie. Cette lumière cumulée est d'autant plus importante que la longévité augmente. Donc avec l'âge, bien sûr, l'incidence de ces cancers cutanés, notamment des carcinomes, augmente. Et puis c'est le fait qu'on vit dans des jardins, des habitats lumineux, des terrasses, et puis donc tout ça, ça fait les carcinomes. Et puis la surexposition, je l'ai dit tout à l'heure, c'est les vacances, c'est les coups de soleil, c'est les UV artificiels. Alors, coups de soleil répétés, et notamment dans l'enfance. Ça, c'est le facteur de risque, parmi tous ceux que j'évoque, c'est le facteur de risque qui a été le mieux identifié. Coups de soleil répétés, notamment au cours de l'enfance. Donc l'enjeu chez les enfants, c'est vraiment d'éviter les coups de soleil. Ça, c'est important. Tout est important, mais ça particulièrement. Les UV artificiels, on en a parlé, donc tout ça, ça fait le cancer des vacances. Et pourquoi le soleil augmente? Parce qu'on vit de plus en plus longtemps, et puis surtout qu'on vit dans une culture héliophile, héliotrope. C'est-à-dire que depuis 3, 4, 5 décennies, on cherche la lumière, on cherche le soleil. On a des grandes baies vitrées, on a des jardins, on va dans le sud, on va dans les îles. Et il y a cette espèce de religion du soleil qui, effectivement, se retourne un petit peu contre la peau. Je vais parler en premier du mélanome parce que c'est quand même la vedette, même si vous avez vu, c'est que 10% des cancers globalement les plus fréquents. Un mélanome, ça survient dans 8 fois sur 10 à un endroit où il n'y avait rien avant. Alors pourquoi je vous dis ça? Parce qu'il y a plein de gens qui pensent que pour avoir un mélanome, il faut avoir un grain de beauté. Non. 20% des mélanomes seulement se développent sur des névus, et on n'est même pas sûr, entre guillemets, que c'est le névus qui a dégénéré. Le mélanome, il s'est peut-être posé là, un peu par hasard. 80% des mélanomes, il y avait rien. Alors, d'où l'importance. Il y avait ça avant. Depuis combien de temps? C'est nouveau, ça a bougé. Voilà. Ça, en matière de mélanome, c'est particulièrement important. Donc la fréquence augmente, encore des chiffres, ça se multiplie tous les 10 ans, les mélanomes, ça tue 1500 morts par an. Alors, si vous allez voir un épidémiologiste, il va vous répondre, le cancer du sein, ça en tue, je sais pas moi, 100 000 ou 80 000, voilà. En matière de santé publique, c'est pas un problème considérable. Mais par contre, l'intérêt en termes de santé publique, c'est que c'est des pathologies pour lesquelles on a vraiment le début de la lésion sous les yeux, et c'est tout l'intérêt du dépistage. Alors 60 ans en moyenne, mais ça peut survenir à tout âge, alors, sauf entre guillemets chez l'enfant, c'est exceptionnel chez l'enfant.
chez l'enfant, il y a un vieil adage qui est presque encore vrai, maintenant ça s'atténue un petit peu avec l'expertise des analyses histologiques, mais on dit encore que pour être sûr que c'est un mélanome chez un enfant, il faut qu'il y ait une métastase. Vous voyez, c'est un peu provocateur, mais c'est exceptionnel chez les enfants. Et c'est d'un diagnostic très compliqué. Alors ça peut siéger surtout sur les jambes des femmes et le dos des hommes, mais partout aussi. Donc vous voyez, là, on s'arrête un peu sur les photos. Hein. Ce sont des lésions irrégulières, c'est moche hein, quand même, vous voyez, c'est des trucs un peu qui flashent un peu. Alors, les facteurs de risque du mélanome, c'est le fait d'avoir de nombreux grains de beauté, on l'a évoqué tout à l'heure, d'avoir des antécédents familiaux de mélanome, il y a des familles à mélanome, il y a même des gènes qui sont identifiés, hein, qui favorisent, mais ça concerne 10% des mélanomes. Donc la plupart des mélanomes, ce sont des phénomènes de novo comme ça, sans forcément avoir une prédisposition génétique. Bon, le phototype, on l'a déjà évoqué, c'est le même, et la surexposition aux UV, les coups de soleil répétés pendant l'enfance et les UV artificiels. Vous voyez donc régulièrement des gens qui ont comme ça plein de grains de beauté. Donc c'est un peu la situation que j'évoquais tout à l'heure. Quand ce sont des gens qui ont plus de 50 grains de beauté et a fortiori qui ont des grains de beauté irréguliers, à ce moment-là, il est souhaitable qu'ils rentrent effectivement dans un réseau de surveillance spécifique. Et puis vous voyez beaucoup de patients, de patientes qui ont un peu partout comme ça ces espèces de taches un peu marron clair. Et ça, c'est les souvenirs de coup de soleil. Vous avez vu ça hein, facilement, c'est ce qu'on appelle les lentigos solaires. Ce sont des stigmates de brûlure cutanée à répétition. Et donc c'est absolument bénin, mais c'est sur un dos qui a été surexposé. Donc c'est un stigmate de surexposition répétée. Alors vous voyez, quand vous avez beaucoup de grains de beauté, on l'a vu tout à l'heure, c'est difficile de s'y retrouver. Et donc c'est toujours un petit peu une gageure. On examine, on regarde, on interroge, on essaie d'évaluer. Et puis, de temps en temps, vous voyez, il y a pas mal de petits grains de beauté un peu partout, puis on en trouve un, puis effectivement, c'est un mélanome. Donc, ça peut arriver. Et là, par exemple, sur ce patient, là, je n'ai pas mis de flèche parce que lui, il n'avait rien. Donc, enfin, rien d'inquiétant en tout cas. Alors, qu'est-ce qui n'est pas un facteur de risque? C'est d'avoir des grains de beauté. Avoir des grains de beauté, c'est normal, c'est pas une maladie. Les grains de beauté, c'est bénin, et dans l'immense majorité des cas, ça va rester bénin toute la vie. Donc, avoir des grains de beauté, c'est normal. Donc, ce n'est pas des lésions, les grains de beauté, c'est des formations cutanées normales. On dit qu'il y en a 20 par personne, 30 par personne, là aussi, les chiffres varient. Alors, est-ce que... alors, ce n'est pas un facteur de risque, le fait de ne pas protéger spécifiquement ces grains de beauté. Il y a des gens, quand ils vont au soleil, ils mettent de la crème solaire sur leurs grains de beauté. Là, c'est pas un gag, hein, c'est vrai. Et donc, non, mais c'est... Donc ça sert à rien parce que le grain de beauté, plus il est noir, plus il est protégé contre les UV. Il n'y a rien qui protège plus contre les UV que la mélanine. Or, un grain de beauté brun ou noir est bourré de mélanine. Et donc, il n'y a pas un UV qui passe à travers. Et donc, ce n'est pas la peine de protéger les grains de beauté. Ce qu'il faut protéger, c'est tout ce qu'il y a autour. D'accord ? Donc, protéger ces grains de beauté. Il y avait, moi, des patients qu'on voyait qui mettaient un scotch. Ils avaient un grain de beauté dans le dos, ils mettaient un scotch. Quand je suis à la plage, je mets un scotch. Donc, il y avait la trace blanche du scotch. Rigolo. Alors, prendre un seul coup de soleil, 5 coups de soleil, 10 coups de soleil, c'est pas non plus, on a bien dit, coup de soleil répété, d'accord? C'est l'effet cumulatif. Donc, vous revenez de la plage, vous êtes fait avoir, vous êtes complètement cuit. Pas de panique, hein, c'est pas en soi, ça c'est pas un facteur de risque. Traumatiser un grain de beauté, est-ce que c'est un facteur de risque? Non, hein, je l'ai dit, je ne vous pose pas la question. C'est pas un facteur de risque. Donc ça a été un motif de consultation urgente. Alors ça s'est un peu calmé, mais il n'y a pas très longtemps. Hein. Et encore maintenant, on a des gens quand même qui s'affolent. Mais je me souviens, mes débuts en dermatologie, c'est un motif de consultation très fréquent. Et il fallait voir les gens en urgence, on les voyait à 20h le soir, on était crevés, on n'avait plus les yeux en face des trous. Donc, traumatiser un grain de beauté, ça ne déclenche pas de mélanome. Ça ne change rien à l'évolution d'un mélanome. Alors, vous allez me dire, ah oui, mais attendez, ce monsieur, il vient, il a accroché son grain de beauté en se rasant, et dans les jours qui ont suivi, il y a cette espèce d'énorme boule qui s'est développée. Évidemment, on va le voir, et évidemment, on va lui enlever la boulache, sauf que c'est
pas un mélanome, c'est un botryomycome, c'est un bourgeon charnu. C'est pas le grain de beauté qui a fait la bouloche, c'est le bobo. D'accord? Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ça, c'est une espèce de petits bourgeons qui se développent sur des bobos assez anodins. Et voilà, il faut les enlever parce que ça embête les gens, ça ne guérit pas tout seul, ça saigne souvent au contact. Voilà. Mais ce n'est pas le grain de beauté qui dégénère, c'est pas ça. Puis pendant longtemps, on a cru qu'enlever un névus, c'était dangereux. Bien sûr, enlever un névus, absolument. C'est une vieille idée qui a couru longtemps, hein, qui a même nourri le fait que les gens laissaient traîner des mélanomes. Ils avaient peur d'aller chez le docteur. Pendant très longtemps, les docteurs disaient à leurs patients, surtout n'enlevez pas vos grains de beauté, c'est dangereux. Hein, une vieille idée, ça. Ça a mis longtemps à disparaître. Alors je passe rapidement, le pronostic du mélanome, il est déterminé dès le départ. Quand on enlève le mélanome, on évalue son épaisseur histologique. Et donc voilà, je vous ai mis rapidement les catégories, mais on ne va pas détailler ça, mais plus c'est épais et plus le pronostic est sévère. D'accord ? Donc il y a des statistiques en regard de ça, sur lesquelles je ne vais pas m'attarder. Donc, de l'intérêt du diagnostic précoce, l'enjeu en matière de mélanome, c'est très important, c'est cette précocité du diagnostic qui va conduire à une exérèse chirurgicale. C'est le temps fort de la prise en charge d'un mélanome. Quand on voit une lésion qui ressemble à un mélanome, on l'enlève. D'accord ? Donc ça, c'est l'étape première et ça permet d'évaluer l'épaisseur histologique, donc déterminer l'indice de Breslow, et de classer le mélanome. Alors avant, quand un mélanome était au stade métastatique, c'était cuit, entre guillemets. Je suis un peu peut-être restrictif, mais globalement, à partir du moment où le mélanome faisait des métastases, c'était de très mauvais pronostics. Depuis 5 à 10 ans, révolution thérapeutique. On a connu une révolution thérapeutique qu'on en voit peu au cours d'une vie de médecin. Ça a été absolument phénoménal. C'est donc l'émergence pour le mélanome métastatique des thérapies ciblées et des immunothérapies. Le mélanome on sait depuis très longtemps que le mélanome est très immunogène, et donc ça a été une voie de recherche qui a été développée pendant 30, 40, 50 ans, qui a débouché sur plusieurs tentatives qui ont été abandonnées parce qu'elles n'ont pas marché. Et enfin, on a trouvé donc des voies thérapeutiques, notamment ces thérapies ciblées, ces immunothérapies. Et maintenant, ces principes thérapeutiques se diffusent à beaucoup d'autres cancers. Mais ça a été le mélanome qui a été la première tumeur concernée par cette révolution thérapeutique. Et quand je parle de révolution, je peux vous dire que c'est quelque chose d'absolument extraordinaire. Parce que quand vous voyez arriver des gens au stade métastatique, avec 10, 15 métastases, le cerveau qui commence déjà à être bien comprimé, tout ça, vous les mettez sous thérapie ciblée et au bout de 8 jours, tout a disparu. C'est absolument phénoménal. J'en parle avec émotion parce que quand on a vécu ça, quand on a vu arriver ces thérapies ciblées, ça a été vraiment quelque chose d'absolument extraordinaire. Alors tout n'est pas parfait parce qu'on n'a pas toujours les réponses complètes, parfois il y a des récidives, voilà, je ne vais pas détailler. Mais en tout cas, le stade métastatique, c'est plus, entre guillemets, la quasi-condamnation qu'on pouvait craindre auparavant. Alors donc l'enjeu, c'est de dépister au stade le plus précoce, c'est-à-dire quand le mélanome il est uniquement dans l'épiderme, c'est-à-dire qu'il n'est pas en contact avec les vaisseaux sanguins lymphatiques du derme, et donc quand il ne peut pas envoyer dans le réseau sanguin ou lymphatique des micrométastases, des cellules cancéreuses. Tant qu'il est dans l'épiderme, et tant qu'il n'est pas en contact, avec le derme, c'est à ce stade-là qu'il faut l'enlever. Donc là, vous avez sous les yeux vous voyez cette lésion qui est un mélanome intraépidermique. Et donc là, quand on opère les gens au cabinet, pouf, crac, il guérit, fini le mélanome, parti. Il n'y en a plus. C'est bien, hein? Alors, vous connaissez sans doute la règle ABCDE. Donc, pour analyser une formation cutanée brune ou noire, 5 points observés, donc la symétrie, l'irrégularité des bords, l'irrégularité de couleur, le diamètre supérieur à 6 mm et l'évolution. Alors, tous ces critères, ils sont importants, mais ils sont surtout importants quand ils sont associés. Puisque, pris isolément,
ils n'ont finalement que peu d'importance. Et donc, regardez bien ces critères, parce que maintenant, on va passer à une phase de test. Je vais vous demander de participer. Attention, vous êtes prêts? Attention, attention. Alors... non, j'ai oublié de parler de la thermoscopie. Nous, on sait de la dermoscopie, mais ça, c'est juste pour le signaler, c'est un monde à part. Alors, regardez bien ces photos. Et à la fin, vous allez me dire, qu'est-ce qui est un mélanome, qu'est-ce qui ne l'est pas? Voilà, une première, une deuxième, une troisième, une quatrième, et une cinquième. C'est moche, hein? Voilà, donc réfléchissez bien. Voilà, qu'est-ce qui se lance et qui désigne le ou les mélanomes? Okay. Alors? Le nez. Ah oui, alors le nez, j'aurais dû vous le dire, c'est apparu rapidement. C'est une tumeur noire qui est apparue depuis... à peine une petite année, donc quelque chose qui vraiment a poussé, qui est noir. Donc le nez, c'est un mélanome. Alors le dos, celui-là, celui-là, ouais, c'est moche aussi. Hein. Puis en plus, vous avez vu, non seulement il y a une couleur irrégulière, et puis il y a une décoloration autour. Hein. Je sais pas moi, c'est bizarre, hein, ce truc-là, moi, je trouve. Celui d'à côté. Comment? Non, celui-là, ça va, c'est celui d'à côté. Celui-là? Ouais, c'est moche. Ouais. Et bon, je trouve, moi, franchement, celui-là, il est quand même pas catholique. Hein. Ouais. Bon, en fait, toutes les photos, elles sont d'un seul côté du diagnostic. C'est-à-dire que vous avez sous les yeux aucun mélanome. Et tac, les critères ABCD. Hein, vous avez vu? Pas facile, hein, c'est un métier. Hein? Oui. Non, alors, mais ça c'est très important ta réflexion. Exactement. C'est-à-dire qu'en fait, là par exemple, oui, bien sûr, on se... Alors là, non. Là, pas besoin d'histologie. C'est quelque chose qu'il a depuis toujours. Là, non, parce qu'en fait, c'est vrai que c'est moche, mais c'est présent depuis quasiment la naissance. Donc là, pas d'histologie. Là, je pense qu'il y a eu effectivement une exérèse ou une histologie, et là aussi. Là aussi, ça, j'en suis sûr. Et là aussi, j'en suis sûr, parce que là, c'était vraiment très inquiétant. Et d'ailleurs, en l'occurrence, arrivé au labo, le labo n'a pas su nous répondre dans un premier temps, pas su nous dire est-ce que c'est un névus atypique ou est-ce que c'est un mélanome. Donc c'est parti dans un centre de référence, hein, qui est un centre de référence à Lyon. Et finalement, le diagnostic a été en faveur de la bénignité. Et ça a été confirmé puisque on a un long recul et tout est réparti. Alors des mélanomes, bah voilà, des petites histoires. Monsieur, il vient me voir, c'est un confrère, et il vient me voir pour son père. Puis en sortant, là, devant la porte, il lève son truc et puis il me dit Thierry, c'est bénin ça. Mélanome. Et quelques jours plus tard, il y a sa femme qui est toubie aussi, qui me dit ah ben t'as trouvé un mélanome, j'ai un truc dans le dos, mélanome aussi. Donc monsieur, madame, hop, tout le monde ensemble, c'est bien. Là c'est moche, il y a deux espèces de gros boutons, vous voyez, c'est moche comme tout. Ici c'est bourgeonnant, ça saigne. Puis moi celle-là aussi je trouve qu'elle est moche. Hein. Les deux sont moches. En fait. Mais sauf qu'il y en a une qui est méchante, donc ça c'est un mélanome, un vrai, un gros. D'ailleurs il n'a pas survécu le patient, parce que c'était avant les thérapies ciblées. Et ça, c'est absolument bénin. C'est une kératoséborique. Alors, des kératoséboriques, vous connaissez ça, c'est universel, tout le monde en a. Il y en a plein. Et donc, mais parfois, ça pose problème. Par exemple, ça, sur la jambe, waouh, on saute dessus, littéralement. Hein. Et quand on regarde, alors, quelquefois, on ne va pas toujours jusqu'à l'histologie, mais la dermoscopie nous aide beaucoup à maintenant faire un diagnostic, par exemple, de kératoséborique là-dessus. Mais là, ça se complique franchement, regardez, il y en a partout, et on ne sait pas finalement ce qui est du lard, ce qui est du cochon. Et donc c'est difficile de surveiller des dos comme ça, hein, donc de l'important. Mais quand même, il faut dire, souvent, il y a des patients, quelquefois, qui ont plein de trucs sur la peau, et qui viennent nous voir en disant « Docteur, c'est pas la peine de regarder partout, c'est celui-là ». Et il y a beaucoup de gens qui
ont conscience que ça ne veut pas dire qu'ils ont consulté tout de suite, mais en tout cas, quand on regarde sa peau, on remarque ce qui se passe. On voit que ça bouge. Alors, carcinome basocellulaire, donc ça, c'est vraiment la vedette, c'est le quotidien de l'oncodermatologue. C'est ce qui remplit nos plannings opératoires. C'est la tumeur qu'on opère le plus, c'est le carcinome basocellulaire. Alors c'est fréquent, c'est entre 60 et 100 ans, surtout chez les personnes âgées, mais ça a tendance à rajeunir. C'est une évolution lente, locale, ça ne fait pas de métastase, donc il ne faut pas dire aux gens qu'ils ont un cancer. Par contre, attention, l'évolution est inexorable et un carcinome basocellulaire, ça peut donner ça. D'accord? Et donc, l'immense majorité des basos qu'on enlève, c'est petit, ça s'enlève majoritairement au cabinet, moyennant. Je vous invite à enlever la photo parce que sinon. Et donc, majoritairement, sont des lésions qu'on enlève facilement, mais donc de petite taille. Mais attention, vous allez voir que la notion de petite taille, elle doit être aussi relativisée puisque ça siège essentiellement sur les zones photo-exposées, très majoritairement sur le visage et notamment le triangle centrofacial. Et donc, comme le traitement est chirurgical, eh bien, l'enjeu, c'est la rançon cicatricielle. D'accord ? Parce que quand vous allez traiter les basos, vous allez faire des cicatrices. Et comme c'est très majoritairement la figure, quand on fait de la chirurgie cutanée, eh bien, on opère très majoritairement le visage des gens. Et donc, vous imaginez bien que le retentissement de l'intervention à des cicatrices est plus important que sur la fesse gauche ou sur la plante du pied. Et, notion importante, un carcinome basocellulaire, ça s'opère à tout âge. Il ne faut pas dire vous êtes trop vieux, ça évolue lentement, on s'en fiche. Non, ça, il faut oublier ça. À partir du moment où il y a une suspicion de carcinome, il faut voir les gens, il faut évaluer. Si on peut les opérer, on les opère. Quel que soit l'âge. L'âge n'est pas une raison de différer la prise en charge d'un carcinome basocellulaire. Petit bobo, bon c'est classique ça, hein. Voilà, le petit bobo qui n'en finit pas de saignoter, oui. Comment ? Alors sur le front, là, la situation catastrophique, je l'ai mis, ce sont des situations quand même rares, exceptionnelles, c'est juste pour flasher sur le fait qu'un baso, ça évolue, ça ne s'arrête pas tant qu'on n'a pas traité. Non, c'était plus chirurgical, je ne vais pas détailler la photo parce qu'elle est un peu ragoûtante, mais l'os a été atteint, vous voyez le cerveau au fond. Non, c'est une patiente qui est décédée. Il y a eu plusieurs temps chirurgicaux, elle a été opérée plusieurs fois, mais à chaque fois, alors c'est une forme particulière de baso, juste, j'ai triché un petit peu, c'est un baso un petit peu indifférencié, c'est particulier hein, comme situation. Donc, petit bobo, donc petit baso, tout va bien. Ça, ces gens nous envoient en consultation, on dit oh, allez voir le dermato, vous enlevez ça, il va vous faire une petite anesthésie locale, il fera ça tout de suite, ne vous inquiétez pas. Ouais, le docteur il m'a dit que vous alliez faire ça tout de suite. Ah bon? Ah tiens. Enchanté. Donc oui, le bobo c'est ça, d'accord? Bon, sur un front ça va, hein? Sauf que le baso c'est ça. Ça c'est déjà plus la même chose. Et sauf que ce qu'il faut enlever, c'est ça. Puisqu'on va l'enlever avec une marge en Posen de 3 à 5 mm. D'accord? Donc vous voyez, la chanson elle est différente, les couplets là, ils sont de plus en plus tristes. Hein? Et donc la prise en charge d'un baso, c'est informer les gens, leur expliquer, faire le dessin sur la peau, leur faire un projet, leur dire voilà, vous allez avoir tel type de cicatrice, voilà, état. Bon, là, c'est la plupart du temps dans une situation comme ça, c'est une exérèse avec une autogreffe de peau. Hein. Voilà. C'est pas que les vieux, cette jeune femme, 35 ans, qui présente une espèce de petit chouillet, une espèce de crotte de mouche sur la paupière. Donc, ce cas-là, pour illustrer que ça peut être des jeunes, de plus en plus. On opère des gens de la 2e, 3e décennie, hein, ça existe. Et surtout, beaucoup de basos siègent sur les zones frontières. Frontières entre la peau et la paupière, frontières entre la zone du nez, les oreilles, les lèvres. Donc, quand on fait de la chirurgie cutanée, on fait de l'ophtalmo, on fait de l'ORL, on fait de la stomato. Donc, on est souvent sur les frontières. Alors, voilà, ça c'est le baso, ça c'est ce qu'il faut enlever, et on est à la frontière entre la paupière et la joue. Donc on va avoir une problématique qui va consister à réparer la joue et à réparer la paupière. Parce qu'on ne peut pas réparer les deux en même temps, parce que si on répare les deux en même temps, ça va être moche. Parce que ce n'est pas les mêmes peaux.
Donc vous voyez, on part d'une petite crotte de mouche, ça c'est typique du baso. Hein. Et puis on arrive à une situation, donc là, oh le docteur, vous enlevez ça? Non, madame, non, ça c'est à l'hôpital, sous anesthésie générale, ça dure un petit moment. Donc, un temps jugal, réparation de la perte de substance jugale par un avancement jugal. Voilà. Et l'idée, c'est de placer les cicatrices dans les zones d'ombre pour faire en sorte qu'elles se voient le moins possible. Et un temps palpébral qui consiste à lever un lambeau très fin de peau palpébrale et à le déplacer pour couvrir la perte de substance palpébrale. Donc vous voyez, on part d'une petite crotte de mouche et on arrive à Bon, alors vous voyez, ça, on est pas mal tiré. La paupière est en place, surtout la paupière c'est particulier parce qu'on ne peut pas tirer dessus, sinon ça se décolle. Et si vous tirez sur la paupière, il y a un ectropion et donc les gens ils sont emmerdés tout le temps. Donc il faut faire attention. Donc ça c'est les basos. Alors des basos, voilà, en veux-tu, en voilà. Alors des photos de basos, j'en ai des milliers, donc je vais passer rapidement. Juste là, vous voyez, on a fait j'ai fait une autogreffe de peau totale ici. On va finir par le carcinome épidermoïde. Donc vous vous souvenez, carcinome, 90% des cancers cutanés courants, mélanome 10%, et dans les carcinomes, 90% de basos et 80% de basos et des 20% de carcinome épidermoïde. Je me mélange. Voilà. Donc il est fréquent mais moins que le baso, mais plus que le mélanome. Donc ça survient souvent sur des kératoses, mais pas les kératoses séboriques, les kératoses actiniques, vous savez, les espèces de petites croûtes blanchâtres que les gens ont sur le front, sur les joues, sur le dos des mains. C'est archi courant. Et donc le spino, il a besoin d'une lésion préexistante pour apparaître. Alors longtemps, on a dit, notamment, on en parlait tout à l'heure avec donc les kératoses, dans le temps on disait il faut les traiter parce que ça peut donner des carcinomes épidermoïdes. Donc on s'est échiné pendant des années à traiter les kératoses, sauf qu'elles reviennent tout le temps, s'embêtent les gens, on les traite à l'autre, ça leur fait un mal de chien et souvent ils ne reviennent plus, ils ont raison. Et donc, et maintenant on sait qu'en fait il y a peu de kératoses finalement, c'est archi courant les kératoses actiniques, et il y en a très peu, 5% probablement, qui vont un jour donner naissance à un carcinome qui va se voir comme le nez au milieu de la figure, parce qu'une kératose qui dégénère, c'est évident qu'il se passe quelque chose, c'est pas en douce. D'accord? Et donc, finalement, on traite les kératoses actiniques actuellement si vraiment les gens sont embêtés avec. L'évolution du carcinome épidermoïde, elle est parfois problématique parce qu'elle est plus rapide que les basos. En quelques mois, souvent 6 mois, 1 an, et parfois très rapide. Quelques semaines. On a parfois des carcinomes qui atteignent en 6-8 semaines 2, 3, 4 cm, parfois donc sur des zones sensibles, la paupière, le nez, l'oreille. Voilà. Et donc ce sont des urgences. Je vous le disais tout à l'heure, hein, quand on fait des téléexpertises, si on voit une suspicion de carcinome épidermoïde, ça fait partie des priorités. Et donc il y a un risque de métastase, notamment du ganglion régional, et traitement chirurgical avec les cicatrices, on l'a vu. Puis, alors là, il y a d'autres choses qui vont intervenir en fonction du stade auquel on se trouve. Donc voilà, un carcinome épidermoïde. Donc mamie, elle a un peu oublié, peut-être qu'elle était gênée pour mettre ses lunettes, je sais pas. Et donc voilà, la sanction. Bon, mais là, c'est bien parce que regardez, elle peut toujours mettre ses lunettes. Non, mais ça vous fait rigoler, mais c'est un critère chirurgical. On fait attention, quand on opère une oreille, dans la mesure du possible, on fait attention de ménager l'appui des lunettes. Bah, ça vous fait rigoler, mais c'est vrai. Donc voilà, des spinos, en veux-tu, en voilà. Une jeune femme là, qui avait présenté un premier spino, puis quelques années plus tard, elle en a présenté un deuxième sur la lèvre. Voilà, mais vous voyez, comme elle était motivée, elle a toujours consulté assez vite, finalement. Voilà. Ici, voilà, vous voyez une crotte de mouche ici, puis en fait, c'est un carcinome épidermoïde extrêmement infiltré, une exérèse profonde qui emporte le plan musculaire qui va jusqu'à l'os orbitaire. Donc voilà. Voilà, des spinos en veux-tu, en voilà, les oreilles. Voilà, bon, vous voyez, une oreille, ça se répare, hein, même quand on enlève un bout, hein, quand même, on ne les coupe pas toutes. Hein. Et alors, quand vous suivez en soins des gens qui ont des ulcères de jambes, bah, la plupart du temps, c'est des ulcères de jambes. Faites quand même un petit peu attention. C'est classique, c'est pas très fréquent, mais c'est classique de voir se développer un carcinome épidermoïde sur les ulcères
très anciens, des ulcères invétérés qui traînent, qu'on a du mal à cicatriser. Donc c'est un facteur de risque de carcinome épidermoïde aussi. Donc faites attention. Ce patient, vous voyez toutes les semaines, tous les 15 jours, depuis 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans. Bon, on ne fait plus attention, puis un jour, pof, il y a une espèce de truc qui pousse à côté. Il faut faire attention, c'est pas pareil qu'avant, c'est nouveau. Et donc là, faites attention au cours des soins. Pour répondre à la question de l'âge, je vous montre cette photo, c'est pas entre guillemets pour faire du spectaculaire, c'est simplement aussi du vécu. C'est un carcinome épidermoïde qui a poussé rapidement sur le cuir chevelu de cette dame qui est âgée de 97 ans. Alors, oh, vous êtes trop vieille, non? Quand même, la famille nous l'envoie en disant que c'est quand même un peu gênant, on a différé, on a attendu, on s'est dit elle va mourir avant, mais non, sauf que manque de bol est toujours là. Et donc, voilà, 97 ans, un gros spino. Cette dame, on l'a opérée sous anesthésie locale. On lui a posé un greffon. Et voilà. Donc, les carcinomes, ça s'opère à tout âge. Il ne faut jamais dire à quelqu'un vous êtes trop vieux pour s'occuper d'un carcinome. Ouais. Et donc, voilà un patient que j'ai opéré de multiples fois qui est constellé, donc cuir chevelu constellé de kératose actinique, vous voyez, il y en a partout, et régulièrement, tous les 6 mois, tous les ans, il fait un carcinome épidermoïde. J'en ai enlevé, vous voyez, un certain nombre qu'on a greffé, il y en a d'autres qu'on a pu réparer avec des plastiques cutanés. Mais donc ces kératoses actiniques, ces cuirs chevelus couverts de kératose actinique, ce sont effectivement des situations hautement à risque. Et quand je pense, je regarde personne, hein, mais quand je pense au nombre de cuirs chevelus dégarnis qu'on voit traîner dans les rues, je me dis qu'on se prépare des quantités de problèmes. Donc, messieurs, portez un chapeau. Merci pour votre attention à fleur de peau. Vous savez, la dermatologie, c'est toujours, quand on est pris par la dermatologie, c'est une affaire de cœur. Je vous remercie beaucoup.